Bonsoir Delphine, Bonsoir Juliette. bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cet atelier. Avant de commencer, je vais comme d'habitude vous demander de me confirmer que tout fonctionne pour vous, de me dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, pour que je puisse intervenir si ce n'est pas le cas. En attendant, je vais commencer une petite introduction, mais je veille à vos réponses sur le chat. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce live Canson en collaboration avec le PAN. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec Delphine Priolo-Stoclet qui va animer cet atelier et que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Pour ma part, je m'appelle Juliette Philippi et je suis l'une des fondatrices du PAN. Et si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez que le PAN est une école d'art plastique avec des ateliers en ligne à Paris et à Lyon qui sont proposés par plus de 80 artistes dont Delphine fait partie. Et on vous accompagne dans votre pratique du dessin, de la peinture, du collage et de tous les arts plastiques de manière générale, que vous soyez débutant ou créatif chevronné. Et je vous mets dans le chat le lien vers notre site pour que vous puissiez découvrir tout ça par vous-même. Et donc, quand une école d'art plastique rencontre Canson, qu'on ne vous présente plus, ça donne de super ateliers gratuits pour vous accompagner dans vos créations avec la crème de la crème du matériel Beaux-Arts. Et aujourd'hui, c'est toi Delphine qui va animer cet atelier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui te découvrent ce soir ? Alors, je suis Delphine Priolo-Stoclet, je suis artiste, carnétiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, carnétiste ? Ça veut dire que je dessine sur le vif, in situ, en ville, beaucoup, parce que c'est un de mes sujets de prédilection. Aussi un peu dans la nature, avec notamment des marines. J'aime bien dessiner les rochers, les bords de mer. Et je fais ça tout près de chez moi ou bien à l'autre bout du monde, voilà, en voyage pour ramener des carnets de voyage, des croquis, des aquarelles qui racontent ma vision du monde. Le dessin, c'est ma manière à moi d'appréhender le monde, de le percevoir et de le restituer à travers une narration graphique. Et je suis très heureuse de partager un petit peu de ça aujourd'hui avec vous. Et alors, qu'est-ce que tu nous proposes de faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va travailler sur comment rendre une atmosphère urbaine. Alors on ne va pas être sur le vif, mais on va faire comme si on y était. Je vais vous emmener en Thaïlande pour que vous puissiez après, dans le cadre d'un voyage, d'un déplacement, voilà, d'une aventure, sortir vos aquarelles dans la rue et puis vous amuser sans vous prendre la tête pour raconter la vie, l'espace urbain, le grouillement, les flux, les interactions, sans avoir peur de vous tromper ou de mal faire, avec une approche décomplexée, libre, libérée et surtout très joyeuse. Donc on va faire ça aujourd'hui ensemble. Le but du jeu, c'est d'avoir de l'énergie et de s'amuser surtout. Quel beau programme. Et alors, quel matériel tu vas utiliser pour ce live ? Alors, je vais utiliser un matériel Canson, notamment un papier de la gamme XL, voilà, qui est présenté dans un carnet à spirale, ce qui est assez pratique parce que comme ça s'ouvre bien. C'est un papier lisse avec un grain assez fin qui est très agréable. On va travailler à l'aquarelle. C'est une aquarelle d'Alleur René Aquafine qui est présentée en format voyage, donc qui est légère, avec une palette intégrée. C'est une chouette combinaison de couleurs. Je vais travailler avec des pinceaux ronds comme ça, qui sont des pinceaux d'Alleur René de la gamme Aquafine. Et on va pimenter un petit peu cette aquarelle avec de la ligne. Et pour ça, j'aime bien ces crayons-là, qui sont les crayons graphite aquarellables de la marque Lyra. Moi, j'utilise les 8B et vous allez voir qu'ils sont très, très pratiques et très, très bien pour ce qu'on va faire parce qu'ils nous permettent notamment de dessiner directement dans l'eau. Et on va parfois un peu corser la couleur de l'aquarelle avec des crayons de couleur, voilà, toujours de la même marque, la marque Lyra. Donc en combinant tout ça, on va obtenir une technique mixte qui va rassembler l'aquarelle, le graphite et le crayon de couleur pour avoir une aquarelle un peu peps, un peu spicy, comme on peut trouver en Thaïlande, puisque c'est là que je vais vous emmener aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu peux nous montrer les crayons de couleur qui sont un peu cachés dans le plan de travail? Alors, ils sont cachés, les crayons de couleur. Ouais. Attendez, je vous en sors quelques-uns. Je vous en sors quelques-uns. Voilà, donc
en plus, ils sont très sympas, ils sont chouettes à prendre en main, ils ont un joli design. Donc c'est Lyra et c'est la gamme Rembrandt Polycolor. Voilà. Ok, trop bien. Et je vois aussi pot d'eau, chiffon pour pouvoir te suivre. Pot d'eau, chiffon, taille crayon. Alors ce qui est vachement bien, c'est que vous voyez, vous avez même tout un petit set comme ça où vous avez le taille crayon, vous avez la gomme, vous avez plein de crayons, dont les fameux graphites aquarellables qu'on va utiliser. Mais vous avez plein d'autres choses aussi à tester pour vous amuser et puis multiplier les effets et les procédés. Très bien. J'ai l'impression qu'on n'a plus qu'à se lancer. Et oui. Alors peut-être, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous précise 2-3 petites choses. La première, c'est que vous pouvez participer à un jeu concours pour tenter de gagner le matériel qui est utilisé ce soir, ainsi qu'un atelier du pan, et dont je vais vous partager le lien pour pouvoir participer dans le chat. Et la deuxième, c'est que je vous supplie de nous envoyer ensuite des photos de ce que vous avez fait pendant l'atelier, parce que c'est toujours un moment de partage hyper sympa que de voir ce que vous avez pu faire, et vous pouvez le faire sur la page des ateliers Canson, dont je vais aussi vous partager le lien sur le chat. Et alors Delphine, je te laisse la parole pour la suite. Ok, et ben écoutez, immediate boarding for Bangkok. On va faire comme si on y était ensemble. Alors moi j'en reviens, là j'y étais à Bangkok il n'y a pas très longtemps, je suis revenue il y a une dizaine de jours. Vraiment je suis encore complètement dans l'atmosphère et dans l'ambiance. Et je vais vous emmener à Chinatown, à Bangkok, qui est un quartier extrêmement animé, qui grouille de monde, d'odeurs, de couleurs, d'énergie. C'est vraiment un de mes endroits préférés pour dessiner en ville. Chaque fois que je vais à Bangkok, enfin j'ai l'air d'y aller comme ça quand je vous dis ça tous les mois, mais non, j'y vais pas ultra souvent, mais j'y vais régulièrement. Et quand j'y vais, c'est vraiment c'est une halte obligatoire pour moi pour aller dessiner. Donc on va faire ensemble un croquis. Alors, c'est un croquis d'une certaine taille. Vous voyez, ça, c'est une feuille format A4. Donc, le croquis fait à peu près, un petit peu moins qu'un format A4. Et le but du jeu, c'est vraiment d'obtenir cette sensation, des impressions, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est en mouvement, un petit peu comme ce qui se passe dans ce quartier. Le but, c'est vraiment d'être dans une énergie, dans une dynamique qui fait qu'on peut se permettre de déborder, de dégouliner, de couler, de ne pas être dans les clous tout le temps. Et en tout cas, on peut s'autoriser quelques dépassements, quelques franchissements de ligne droite, si je puis dire. C'est pour ça que je vais vous montrer comment contourner un peu les habitudes, c'est-à-dire d'habitude on fait une ligne de contour bien clean, bien propre, puis ensuite on va prendre son aquarelle, on va entre guillemets colorier, puis on va aller de plus en plus, pour préciser les choses. Mais ce procédé-là, quand on est en ville, c'est un peu compliqué parce qu'en ville, surtout dans ce type de rue, tout bouge. Rien ne reste en place, donc vous ne pouvez pas fixer les choses de manière ferme et définitive. Il va falloir trouver une solution pour que votre dessin puisse évoluer en même temps que le sujet. Et pour ça, c'est sympa de travailler avec des touches et des taches de couleurs qui sont posées pas de manière complètement aléatoire, mais qui sont posées d'une manière assez souple et assez détendue pour qu'elles puissent après juste être rassemblées par une ligne qui elle-même va être posée en mouvement, en fonction du mouvement qui se passe dans la rue. Et puis petit à petit, quand on a commencé par poser les choses, on va fixer quand même certains éléments en précisant, en amenant quelques petits détails qui vont contribuer à donner du relief à votre dessin. Donc on va commencer par la couleur. On va ensuite amener la ligne, puis on va revenir avec de la couleur, etc. en montant petit à petit les volumes et puis les valeurs de manière à avoir quelque chose au final qui ressemble à l'ambiance, à l'atmosphère sans forcément faire des fenêtres, faire des balcons, faire je ne sais pas quoi. C'est vraiment une atmosphère globale. Donc vous allez voir, le but du jeu, ça va être de travailler extrêmement globalement tout en même temps. Alors vous remarquez peut-être qu'il y a un bord
très nette. Alors sur ce type de sujet, j'aime bien quand même, c'est un peu psychologique, on n'est pas du tout obligé de le faire, hein, mais j'aime bien me poser une limite nette pour m'éviter quand même de partir un peu dans tous les sens et de me sentir moi-même débordée par mon dessin. Donc je commence par mettre de l'adhésif tout simple, hein, premier prix, voilà, vous trouvez n'importe où. Je mets de l'adhésif tout autour, ça me fait un cadre et ensuite je fais ce que j'ai à faire et à la fin je retire cet adhésif pour obtenir des bords bien nets. Donc là vous voyez, je l'ai déjà positionné. Hein, donc vous voyez c'est vraiment de l'adhésif tout simple et on va commencer à mettre un peu de couleur. Donc vraiment, je vous invite à faire ça avec moi, en même temps que moi, par rapport au visuel que vous avez normalement devant les yeux. Alors, pour poser cette couleur, moi, je vais utiliser un pinceau relativement gros, hein, je ne prends pas un tout petit pinceau tout fin. Donc ça, c'est le numéro 10 hein, des pinceaux Aquafine de Daler-Rowney. Ce pinceau, vraiment, ça a été une découverte. Je vous en parle 2 secondes avant de commencer parce que avant de penser à cet atelier, je ne connaissais pas cette marque de pinceau. Et donc, j'ai découvert, voilà, en travaillant cet atelier, et ça a été une révélation pour moi. Je cherchais un peu mon pinceau idéal, et franchement, je crois que je l'ai trouvé avec ce pinceau. D'ailleurs, j'ai testé tout ça avant d'aller en Thaïlande, et du coup, je l'ai même emmené avec moi. Alors, vous voyez, ça, c'est la version neuve. On voit encore les écritures dessus, il est tout beau, tout clean et tout. Et ça, c'est ma version après 3 semaines de voyage en Asie. Donc, on voit, il a un petit peu, voilà, il a un peu vécu, mais il est toujours aussi bien. Il absorbe bien l'eau, il fait une belle pointe, il est extrêmement vif et nerveux, très agréable à utiliser. Donc, on va utiliser ce pinceau. N'ayez pas peur des gros pinceaux. Moi, je vois souvent mes élèves ont un peu la trouille d'utiliser des pinceaux un peu gros. Non, on va toujours du pinceau le plus gros au pinceau le plus fin. Hein, c'est toujours dans ce sens-là. Un gros pinceau, ça va vous obliger à une touche franche, dynamique et pas à faire des tout petits détails qui servent à rien, en tout cas au démarrage. Donc, j'humidifie bien mon pinceau. Voilà, je me fais un petit peu de place. Et je vais commencer à matérialiser un peu à l'aquarelle des zones colorées qui correspondent un peu à ce que je vois. Je ne fais pas complètement au hasard, mais en même temps, je ne cherche pas à être ultra précise. Et si vous regardez, j'essaye vraiment d'être dans quelque chose, dans une gestuelle souple, pas faire des petits gestes comme ça stressés, systématiques. Je fais danser la couleur, c'est vraiment cette approche-là, faire danser la couleur avec un beau geste, pas un geste tout étriqué. Et d'ailleurs, je ne tiens pas à mon pinceau comme ça, tout au bord, en faisant bien précis. Non, je le tiens plutôt loin. D'ailleurs, ce pinceau est bien aussi parce que le manche est relativement long. Je le tiens plutôt loin et je joue avec la pression que je vais exercer sur la pointe pour avoir des touches et des taches qui sont différentes, qui sont vivantes, qui interagissent pas une espèce de semis de petites tâches systématiques et toutes pareilles. Donc là, bon, c'est pour évoquer un peu les longs termes. Ça ne tombera pas forcément à la bonne place, mais on s'en fiche complètement. Je vais amener un petit jus pour travailler un petit peu les couleurs des façades. On s'en fiche si ce n'est pas exactement pareil. Voilà. Alors, c'est des couleurs vraiment qui sont très intenses, hein, bien pigmentées. Donc ça, c'est assez agréable à utiliser. Voilà, là, par exemple, vous voyez, avec cet immeuble un petit peu bleu, je peux rajouter un peu du bleu cyan, là, qui correspond à peu près au bleu primaire. Voilà. Je ne cherche absolument pas la précision. Hein. C'est vraiment des zones de couleurs. Il faut arriver à se détacher de l'exactitude, c'est parfaitement à la bonne place. On s'en fiche complètement à ce stade-là. Voilà. Dans le fond, on va être un petit peu plus lumineux, avec des jaunes un peu plus vifs. Hop, voilà, je mélange un peu le jaune citron, l'ocre jaune.
j'arrive comme ça. Alors je prends quelques repères par rapport à ce que j'ai évoqué au niveau des lanternes, hein. Ça me sert un peu de point de départ puisque j'ai commencé par ça. Et donc de repères de base. Et puis là, voilà, on a ce grand immeuble. Je ne cherche évidemment pas à différencier, à détailler les petites fenêtres. Vous voyez, au début, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est tout à fait normal. N'ayez pas peur d'aller de l'informe à la forme. Je reste aussi dans des valeurs relativement légères, même si ce que je vois c'est foncé, c'est pigmenté, j'y vais mollo, hein, je pourrais toujours foncer, éclaircir à l'aquarelle, vous savez bien que c'est un peu plus délicat, voire même impossible, plutôt que du noir aussi quand on a du gris sur la photo, moi je vais le tirer plus vers les mauves, vers les violets, donc on peut mélanger pour faire ça un peu ce rouge là, qui est un rouge primaire, un peu d'outre-mer. Voilà, je fais un petit mélange dans la palette. Et puis, on peut rajouter un peu de jaune pour griser. Si ça tire trop sur le marron, on remet un peu de bleu. Voilà, et on va avoir comme ça des mauves, des gris mauves qui sont assez sympas. Vous remarquerez que pour les personnages, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. En fait, les personnages, pour que tout ne soit pas sur le même plan dans le dessin. J'aime bien les laisser en silhouette, un petit peu traités au trait graphique. Donc, je ne vais pas trop amener de couleur dessus. De toute façon, comme ma couleur ne tombera pas juste, ils seront forcément à un moment un petit peu colorés par ce que je mets actuellement. Mais je ne pense pas à cette couleur-là en fonction des personnages. Voilà, donc là, je matérialise un peu plus le sol. Bon, ici un petit peu d'ombre, vous voyez, hop là, je peux aller comme ça. Alors ce papier, il est assez sympa. Moi, j'aime bien les papiers qui n'ont pas un grain trop marqué. Et c'est le cas de celui-ci. Je veux dire, le pinceau glisse bien dessus, il réagit bien au pigment, il permet au pigment de bien fusionner. Donc c'est assez agréable et surtout, il est très blanc aussi, ce qui garantit une excellente vibration lumineuse de vos couleurs. Les couleurs ne sont pas absorbées par le grain du papier et vous avez un rendu qui sera au final très lumineux et voilà, avec des belles couleurs qui ne seront pas atténuées. Bon, vous voyez, là, je suis à un stade où sincèrement, quelqu'un qui regarde se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Alors moi, ça m'amuse toujours parce que quand je dessine et que mon mari est avec moi, alors mon mari ne dessine absolument pas, alors c'est un peu le quart d'heure la vie de Delphine, mais enfin je vous fais part de cette petite anecdote. C'est assez marrant parce que, bon, je commence un dessin, il va faire son petit tour, il revient au bout d'un quart d'heure, il voit à peu près ça. Bon, et là, je le vois, alors il est très gentil, hein, il ne veut pas me faire de peine, il ne veut pas me vexer. Il me dit, mais t'es sûre, ça va, tout va bien, tout se passe comme tu veux. Je fais, oui, t'inquiète pas. Il revient une demi-heure plus tard et le dessin s'est complètement construit, on voit ce qui se passe. Et il me dit, ah, c'est incroyable, tout à l'heure, franchement, on ne comprenait rien. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle fait n'importe quoi. Et d'un seul coup, tout apparaît. Et bien, c'est vraiment ça, cette méthode-là, cette démarche-là, c'est une démarche un peu de l'illumination, dans tous les sens du terme. Celle de l'aquarelle et puis celle, finalement, du sujet qui, d'un seul coup, va surgir comme par magie. Mais il faut accepter qu'au début, il y ait ce magma de couleurs. Vous allez voir de lignes, après, quand je vais les ajouter. Si vous n'acceptez pas ça et que vous voulez quelque chose de tout net, de rangé, de précis dès le démarrage, ça va être plus compliqué, je vous le dis tout de suite. Donc, laissez-vous aller, laissez aller votre fantaisie, votre créativité et amusez-vous surtout de ce qui se passe, de l'aléatoire. C'est une improvisation. Alors là, vous voyez, j'ai mes taches d'aquarelle, bon, c'est quand même un peu le bazar, il faut le reconnaître, et j'ai besoin, à ce stade-là, de structurer les choses. Comme je suis très impatiente, je n'aime pas attendre que ça sèche, et puis parfois, bon, je n'ai pas le temps d'attendre, tout simplement. Donc j'ai besoin d'un outil graphique qui me permette de tracer des lignes dans l'aquarelle encore mouillée. C'est pour ça que moi j'utilise des crayons graphite aquarellables. Celui-ci est très bien. Alors il faut utiliser des crayons plutôt tendres, donc 6B, 8B, hein, pour avoir une ligne qui ressemble presque à une ligne d'encre, vous allez voir, et qui va tracer directement dans l'aquarelle encore mouillée.
Si vous utilisez un crayon graphite non aquarellable, un crayon à papier, hein, pour dire clairement les choses, non aquarellable, et que vous tracez dans le mouillé, eh bien, vous allez avoir le risque d'abîmer votre papier. Ça va trouer, ça va percer, ça ne va pas bien marquer, enfin, ça va faire des catastrophes. Donc, toujours un crayon graphite aquarellable, ou bien on peut aussi utiliser, si vous voulez une ligne de couleur, on pourrait utiliser par exemple un crayon de couleur aquarellable. Alors, ce n'est pas le cas de ceux-là ne sont pas aquarellables, mais on pourrait utiliser un crayon de couleur aquarellable, bleu, brun, noir, comme on veut. Mais là, les crayons de couleur, on va les réserver pour travailler plutôt dans le sec. Alors là, vous voyez même, je peux tremper la pointe dans l'eau, voilà, en tant qu'à faire, et je vais venir structurer tout ça avec de la ligne. Alors, je vais repartir un petit peu sur mes lanternes, voilà, et pareil, j'essaye d'avoir une ligne extrêmement fraîche, dynamique, joyeuse. Je ne tiens pas, je ne me cramponne pas à mon crayon, et vous voyez, les choses ne coïncident pas forcément avec mes taches de couleur, hein. La ligne, elle peut se décaler. Ce sont tous ces décalages qui vont créer finalement tout le mouvement dans votre dessin. Et c'est très amusant justement de voir que où que soient placées vos tâches au démarrage, eh bien, ça marchera toujours. Et puis vous verrez, après, on reviendra avec la couleur pour venir redéfinir certains espaces. Mais en attendant, vous voyez, avec la ligne, je ne me préoccupe même pas après tout de ce qu'il y a en dessous. Je viens juste préciser, voilà, hop. Et puis, je peux passer d'une lanterne à une petite silhouette. Vous voyez le monsieur avec sa petite chemise bleue derrière, au fond. Voilà, je l'amène en silhouette comme ça. La dame là avec son masque, alors ça c'est une photo que j'avais prise il y a quelques années, il y avait encore pas mal de masques dans les rues. Voilà, hop, elle est comme ça. Là derrière il y a ça. Je passe directement aux auvents des magasins. Là, vous voyez ici vient se connecter là le casque du monsieur, de la personne qui est sur son scooter. En fait, on va travailler en connectant nos lignes les unes avec les autres, les unes par rapport aux autres, dans un jeu de relations. Relations entre les différents éléments qui composent le sujet et relations entre la ligne et la couleur. Donc ça, c'est vraiment un procédé important, enfin une approche, dans l'approche c'est très important, c'est de tout penser en relation. Vous remarquerez aussi une petite parenthèse que les têtes des personnages sont alignées. J'ai pris ma photo, j'étais debout, les gens sont debout ou en scooter, ça équivaut à un personnage debout en fait. Et donc ça veut dire qu'on a les yeux tous au même niveau. Moi j'ai les yeux à peu près au même niveau que les gens, même s'il y a des gens un peu plus grands que moi ou un peu plus petits. Par convention, on va dire qu'on a tous les yeux au même niveau. Dans votre dessin, faites attention à ce que les personnages qui sont devant, au premier plan, aient la tête au même niveau que les personnages qui sont derrière. Si j'ai positionné la tête de mon personnage, là, de ma petite silhouette à la chemise bleue, à ce niveau-là, eh bien ça veut dire que la tête de la dame qui est un petit peu coupée au premier plan va aussi être à la même hauteur sur le dessin, plus grosse mais à la même hauteur. D'ailleurs je vais la positionner, elle est là et vous le voyez sur le visuel, hein, si vous prenez une règle ou quelque chose, vous allez voir que vraiment les têtes sont toutes à la même hauteur, que les gens soient près ou loin. Donc voilà, là elle est comme ça, on ne rentre pas dans le détail, on va les laisser en silhouette les gens. Ici on voit que le haut comment dirais-je, de la bâche se connecte à peu près ici. Voilà, ça fait ça, ça fait ça. Vous laissez courir votre crayon, peu importe si ce n'est pas exactement à la bonne place, une petite silhouette, on s'en fiche s'il manque des choses. De toute façon, cette photo, elle aurait été prise 3 secondes plus tôt ou 3 secondes plus tard, c'était pas la même chose. Donc, il faut vraiment toujours avoir ça en tête. On n'est pas esclave de la réalité. On peut se permettre quelques fantaisies et quelques transgressions. Là, on va avoir, au niveau de l'immeuble, on va avoir l'étage comme ça qui part comme ça, voilà. Voilà, on n'est pas
en train de pinailler sur le nombre de fenêtres, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de restituer le côté bordélique, chaotique de cet espace. On fait attention quand même à ce que les verticales restent verticales. Pour ça, alignez-vous sur le bord de votre feuille. Ici, je vois un lampadaire, là je le décale un petit peu, qui sort comme ça. Voilà. Ici, on va en avoir un autre qui va être à peu près ici. Ces lampadaires, ils rythment l'espace. Hein, c'est assez intéressant de les amener. Voilà, ça continue comme ça. Ici, on est comme ça. Voilà, ici on peut rajouter quelques petites lanternes, tant qu'à faire, ça met de la vie. Là, vous voyez, là, le haut de mon immeuble est là. Je l'avais anticipé plutôt ici. C'est pas grave du tout, même si c'est la place du ciel, vous allez voir, ça va tout à fait bien fonctionner. Voilà, on évoque les volumes, on évoque les rythmes et pour vous aider à vous repérer, observez bien aussi la forme du ciel, c'est un excellent indicateur pour vous permettre de positionner les immeubles les uns par rapport aux autres. Là, on a un truc comme ça. Voilà. En dessinant de cette manière-là, de façon connectée, vous faites vraiment appel à ce qu'on appelle dans le jargon, même si c'est une appellation pas très scientifique, le cerveau droit. Ça vous oblige à penser tout en même temps, tout ensemble, comme une grande arborescence, par association finalement, comme on pourrait imaginer des associations d'idées. Nous, on va penser des associations de lignes. Vous voyez, petit à petit, l'espace se met en place, se construit. Voilà. Hop, ici, là, je repars de là, je me crée des petits chemins visuels. Voilà, ici, là, j'ai le personnage avec son sac à dos. Vous voyez la tête, hein, je fais bien attention à ce qu'elle soit bien alignée avec les têtes qui sont déjà existantes. Voilà, je le positionne comme ça. Pour les personnages, vraiment, pour pas avoir des gens totalement rigidifiés, il faut que la ligne soit la plus fluide, la plus continue possible. Derrière, il y en a un autre qui est comme ça. Hop, on voit le pied qui passe comme ça. Voilà, elle penche un peu la tête. Ici, on a une roue de moto qui sort par là. Ici, plein de petits bazars comme ça. Voilà. Ici, on distingue des gens. Alors, je peux rajouter une petite silhouette comme ça. Hop, et là, on a bien ce côté un petit peu animé de Chinatown, de ce bazar. Alors, je vous assure que dessiner dans cet espace urbain, c'est un peu un challenge, un petit défi, parce qu'on est beaucoup dérangé. Le nombre de fois où on m'a fait bouger parce que je gênais pour un déchargement de camions, de scooters et tout, mais bon, c'est pas grave, c'est la règle du jeu et c'est marrant aussi d'être dans cette énergie-là, de l'urgence, quand on dessine comme ça. C'est aussi pour ça que je choisis beaucoup ce type de procédé, parce que ça va beaucoup plus vite que de faire des contours bien propres et des couleurs bien nettes. En allant comme ça, moi je vais très vite et du coup ça me permet vraiment d'être dans le bon timing, la bonne temporalité pour ce type de sujet où je suis amenée à être dérangée et à devoir partir peut-être un peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Donc là, j'ai pareil, des auvents ici. Vous remarquerez, mais que je me contrefiche de savoir si c'est bien placé par rapport à ce que j'avais anticipé au démarrage. Voilà. Et ici, on a un peu les espèces de balcons comme ça. Voilà. Ici, on a une fenêtre comme ça. S'il manque un étage, ce n'est absolument pas la fin du monde. J'espère que vous suivez avec moi, que vous vous amusez surtout. Voilà. N'oubliez pas de temps en temps, ça c'est important, la mine, comme on dessine dans l'eau, c'est une mine un peu tendre, elle va s'émousser très vite. C'est important de tailler régulièrement votre crayon. Voilà, dans le petit set, l'IRA, ici, vous voyez, dans cette boîte-là, c'est bien parce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous avez tous les crayons, vous avez même le taille-crayon, une petite gomme et tout ça. Donc ça, c'est pratique, même si la gomme, là, je vous le dis franchement, on n'en aura pas besoin. Parce que là, si vous vous amusez à gommer dans le mouillé, ça va faire vraiment une catastrophe. Voilà, on est comme ça, on rajoute des petits machins, là, et là, mon espace, il va être à peu près défini. Maintenant, c'est ça aussi qui est marrant, c'est que je vais me livrer à des allers-retours
avec la couleur. Donc là, j'ai précisé un peu plus les choses, ça va me permettre d'amener de la couleur. Donc je vais amener par exemple le ciel. Alors là, je vais faire un mélange de bleu. Je vais prendre celui-ci, ça va être un bleu de cobalt qui est vachement sympa. Le bleu de cobalt, c'est une super couleur pour les ciels avec un petit peu de bleu primaire. Ok, et là, on amène sa couleur. Alors, c'est un papier 160 grammes. 160 grammes, ce n'est pas le grammage qu'on utilise habituellement pour travailler l'aquarelle. Pour l'aquarelle, on est plutôt sur du 300 grammes, du 200 grammes éventuellement. Mais l'avantage de ce papier 160 grammes, c'est qu'il est léger. Donc, il ne pèsera pas trop lourd dans vos affaires de dessin. Et ensuite, il réagit, même malgré sa légèreté, il réagit très très bien, je trouve, aux pigments et à l'eau. Vous voyez, il ne gondole pas, les pigments se diffusent bien, ça ne fait pas des grosses flaques. Franchement, il est très agréable pour l'aquarelle. Donc, vous voyez, sur un papier de bonne qualité, on peut aussi, même fin, même avec un grammage relativement fin, on peut aussi faire de l'aquarelle. Donc voilà, j'amène mon ciel. Je donne juste un petit conseil, un petit truc sympa. Quand vous avez une rue, vous avez généralement deux espaces qu'on appelle les espaces négatifs. C'est le ciel et le sol. Ces espaces-là, ils sont vachement intéressants pour amener la perspective de façon très globale. On ne va pas parler de ça maintenant, mais enfin, je vous le dis au passage. Et en termes de couleur, ça sera toujours intéressant pour la cohérence chromatique de votre aquarelle d'avoir un petit écho du ciel sur le sol. Si j'ai un ciel très bleu, comme c'est le cas ici, ça peut être sympa de trouver un reflet bleuté au niveau du sol, comme si le sol finalement était un peu un miroir. Et ça, je vous assure que ça amène vraiment une cohérence dans votre dessin. Ça va éviter d'avoir des choses trop dissociées. Donc, c'est un petit conseil que je vous donne. Et je vais continuer donc à maintenant préciser un peu plus les choses à partir de ce que j'ai fait. Donc là, par exemple, ici, on va avoir des zones d'ombre. Alors pour les ombres, pour les zones vraiment d'ombre, faites attention à ne pas tout boucher, à rester bien transparent, même si c'est pigmenté. Si vous utilisez un gris ou un noir, faites attention à toujours le mélanger avec une couleur, par exemple un bleu, ou un rouge ou quelque chose, mais ne l'utilisez pas pur. Si vous l'utilisez pur, ça sera plus plat, ça sera moins intéressant chromatiquement. J'ai une petite question pour toi, Delphine. Bien sûr. De la part de Marie-Agnès qui se demande quelle est la différence entre le pinceau que tu utilises et un pinceau à la-vie. Alors, il n'y a pas une grande différence. Le pinceau à la-vie, c'est un pinceau monté avec une forme ronde, comme celui-ci, la virole est ronde. Et puis, on a un montage rond, voilà, avec une pointe ronde assez fine. Le pinceau à la-vie, généralement, ce sont des poils en petit gris qui forment une très grosse réserve d'eau. Ça fait une très très grosse réserve d'eau et donc ça permet de libérer l'eau de l'aquarelle progressivement. Ces pinceaux-là ne sont pas franchement des pinceaux à la vie, parce que généralement le pinceau à la vie a un ventre plus important, mais il a à peu près les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'il va absorber également beaucoup d'eau et il va libérer l'eau graduellement, progressivement, quand on va déposer la couleur. Donc, ce n'est pas un pinceau à la vie au niveau de sa forme traditionnelle, au niveau de la texture des poils, du type de poils, mais il va avoir à peu près les mêmes propriétés. Ça, ce sont des poils synthétiques mélangés à quelques poils de martre, ce qui lui donne une très grande nervosité. Maintenant, les pinceaux à la vie, vous avez des poils, bon, le petit gris traditionnellement utilisé, vous avez maintenant beaucoup de pinceaux à la vie qui sont faits avec des poils synthétiques, parce que, ben voilà, c'est mieux pour les animaux quand même, et ils ont une très bonne réactivité, les poils synthétiques. Moi, j'utilise plus que ça, et celui-ci s'en est. Voilà. Et franchement, il est nerveux, il est vif, encore plus qu'un pinceau à la vie traditionnel. Moi, sincèrement, je préfère ça à un vrai pinceau à la vie. Voilà, en gros, la différence et les ressemblances aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Juliette, peut-être? Non, mais merci pour tes précisions parce qu'elles sont très claires. Ok, alors là, je reprends
voilà, je dégage un peu mes zones d'ombre parce que dégager les ombres, ça permet vraiment de trouver un petit peu le relief et assez paradoxalement, on peut trouver ça un peu paradoxal, mais ça permet aussi de mieux visualiser la lumière. Alors, c'est assez bien d'être un peu myope quand on travaille de cette façon-là. Pourquoi? Parce que quand on est un peu myope, on ne voit pas les choses tout à fait nettes. On les voit plus comme des vibrations. Là, c'est vraiment ça. Et n'essayez pas de décortiquer. Ah oui, alors ça, c'est quoi? Et puis ça, c'est quoi? Non, c'est vraiment très impressionniste. C'est par touche, par tâche, par zone que vous allez pouvoir finalement faire émerger la forme. Alors, vous remarquez aussi peut-être dans mon approche que je pratique l'art de la navigation. Je n'aime pas du tout le bateau, mais j'aime bien naviguer dans mon aquarelle. Je ne vais pas finir un coin, puis après passer au coin d'à côté, puis au coin d'à côté. Non, je vais me promener tout du long de mon aquarelle de façon à avoir une vision extrêmement globale de tout mon dessin, comment dirais-je, dans une même continuité, dans un même espace. Je ne peux pas avoir un truc fini et rien à côté, c'est pas possible. Là, je vais avoir plein d'incohérences. Donc, un coup je vais là, un coup je vais là, et tout se fait finalement en même temps, et tout se terminera en même temps. Ça, c'est vraiment très 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 important quand vous pensez le montage de votre aquarelle. Voilà. On évite de faire toutes les ombres, puis tout le rouge, puis tout le bleu. On passe d'un espace à un autre, puis ça évite aussi de s'ennuyer. Moi, je m'ennuie assez vite. Donc voilà, ça permet de varier les plaisirs. Et donc là, je travaille d'après une photo, évidemment, comme vous en ce moment. Mais quand je travaille sur le vif, in situ, parce que c'est quand même comme ça que je peins habituellement, je procède exactement de la même manière. Ne croyez pas que je travaille différemment. Tout se fait exactement de la même manière. Alors, vous voyez aussi que cette approche, elle permet vraiment de jouer et de se jouer des approximations, des erreurs, entre guillemets, parce que j'aime pas trop parler d'erreurs. Les erreurs, une erreur, c'est une créativité, parce que vous ne ferez jamais deux fois la même erreur. C'est ce qui permet de rebondir, c'est ce qui permet de s'adapter, c'est vraiment ce qui va donner toute son énergie et toute la vie au dessin. Un dessin parfaitement juste, c'est un peu un dessin, enfin moi je trouve, un peu ennuyeux, sans surprise. Donc amusez-vous justement des petits décalages, de ce qu'on appellerait communément une erreur, et puis voyez ce que vous pouvez en faire, c'est assez marrant. Donc là, je reviens un peu sur cet auvent-là. On mélange bien ces couleurs sans les salir. Là, vous voyez, je vais matérialiser les petites ombres ici, hop, comme ça. C'est pareil, on a une ligne, enfin un coup de pinceau, un geste franc, énergique, toujours. Voilà, hop, ici, voilà. Ici, j'ai un peu de bazar dans l'ombre. Hop. Ok. Et on continue tranquillement à naviguer, à s'amuser. Vous voyez les personnages, par contre, j'y touche pas. Je les laisse pour le moment blancs. Je verrai après. Ils vont ressortir par l'extérieur. En général, Delphine, combien de temps est-ce que tu mets in situ pour avoir un résultat tel que tu as pu nous le montrer tout à l'heure dans ton carnet? Combien de temps je mets? C'est très variable, ça dépend du sujet, ça dépend de la taille. Pour un format un peu comme celui-ci, je peux mettre entre un quart d'heure et 3/4 d'heure. Ça va dépendre du niveau de définition que je souhaite. Parfois, c'est mieux d'aller vraiment vite, de pas trop pinailler, de pas trop chercher la précision. Moi, ça m'est arrivé parfois de casser un dessin finalement, d'abîmer un dessin
qui était très bien à un moment, et puis en voulant trop bien faire, en voulant être trop précise, je l'ai un petit peu rigidifié. Donc parfois c'est mieux d'en faire moins, quitte à ce que ça paraisse un petit peu inachevé, plutôt que de s'acharner, de reprendre trop, de corriger trop souvent, parce que là on va tout rigidifier et c'est dommage. Donc j'y vais comme ça, voilà. Je vais reprendre un petit peu mes lanternes. Quand même qui sont assez importantes dans ce sujet. Pour les rendre un peu plus orange, je peux mettre du jaune dedans à certains endroits. Voilà, ici il se passe des trucs comme ça. Ok. Au niveau du sol, je vais amener quelques ombres portées au sol. Alors le rouge, il est tellement pigmenté, ce qui est plutôt une qualité pour l'aquarelle, qu'il faut faire attention quand vous le prenez parce que il va vite prendre le pas sur les autres couleurs. Alors vous voyez, les ombres, beaucoup d'eau, du geste. Voilà. Je reviens ici préciser un petit peu là ce qui se passe au niveau de cette roue. Ok, ça je le laisse un peu en silhouette, voilà. Les cartons, j'insiste pas trop. Ici, je vais dégager un peu plus ce personnage. Voilà, avec un petit peu de trucs comme ça. Et puis, vous voyez, à ce stade-là, on a vraiment, moi, ce que je souhaite montrer, à savoir de la vibration, du mouvement, de l'énergie. Mon sujet, c'est pas de dessiner des études d'anatomie anatomique de personnages ou de faire du design de scooter dans le moindre détail. C'est vraiment de raconter l'énergie. Une fois que j'ai ça, je me dis, bon, ok, j'ai travaillé avec mon graphite et tout, mais ça pourrait être intéressant maintenant de venir renforcer certaines choses au crayon de couleur pour amener encore plus de peps, de vie, de graphisme. Et donc là, bon, c'est pas tout à fait sec, dans l'idéal, il faudrait que j'attende que ça sèche un petit peu, mais je peux venir, avec les crayons de couleur, renforcer donner un peu plus de corps et de consistance à mon aquarelle. Alors, je vais quand même attendre un tout petit peu que ça sèche parce que sinon, le crayon de couleur, je vais aller dans les zones qui sont déjà sèches, le crayon de couleur risque quand même de ne pas bien marquer. Et ce qui est sympa dans cette technique mixte crayon de couleur aquarelle, c'est que ça se marie très bien, c'est pas artificiel, ça ne fait pas rajouter. Le crayon de couleur, vous allez voir, il va pas être très perceptible en fait, vous n'allez pas beaucoup le voir. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a du crayon de couleur ne va pas forcément s'en apercevoir. Mais vous, ça va donner vraiment du caractère, du peps à votre aquarelle. Donc là, je viens avec ce kaki là qui est très sympa. Alors, c'est un super bel assortiment. Je crois qu'il y en a 48 couleurs dans cette boîte. C'est quand même un assortiment qui est très complet et qui permet d'avoir un beau panel de couleurs. Et vous pouvez même travailler un peu ton sur ton. Ça va faire vibrer votre aquarelle. Là, vous voyez, je peux amener même le crayon de couleur en première intention sur le papier blanc et je pourrais éventuellement revenir après à l'aquarelle dessus. Ça aussi, ça marche très bien de procéder dans cet ordre-là. Je vais prendre un petit peu de bleu là. Voilà. Ok. Et toujours, on navigue bien dans l'espace de son dessin. Le crayon de couleur aussi, ça peut, dans certains cas, plutôt que d'utiliser un petit pinceau tout fin à l'aquarelle, ça peut vous aider à amener un peu de définition, de précision. On peut travailler avec des trames. C'est une technique extrêmement polyvalente. Alors si je mets les mains dans le mouillé, ça ne va pas. Voilà.
Ok. Là, je peux revenir avec mon graphite. Alors, vous voyez, au bout d'un moment, ce qui se passe, hein, j'ai 12 crayons dans une main, un pinceau et un graphite dans l'autre. Mais j'adore cette possibilité de jongler avec tout mon matériel, d'être un peu femme orchestre, hein, si je puis dire. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que mes lanternes finissent par sécher? Parce que j'aimerais bien raviver un peu le rouge. Voilà. Et c'est pareil, on n'est pas dans du coloriage hein, avec ce crayon de couleur. On est dans quelque chose qui est énergique. Hein. Ok. Là, ici, je peux revenir avec l'aquarelle. Je me rends compte que là, ça pourrait être bien d'amener un petit peu d'ombre au sol, comme ça. D'être ici un petit peu plus. Là, j'ai ma roue ici qui apparaît. Voilà. Ici, on est comme ça. Là, avec le crayon de couleur, je vais prendre un rose. Je peux marquer un peu le dallage, comme ça, au sol. Ça matérialise les dalles. Et là, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier dans un sujet comme celui-ci, je pense que vous en avez bien conscience, c'est tout ce bazar de fils électriques qui est extrêmement présent hein, dans cette photo, dans ce paysage thaïlandais. Et avant ça, quand même, vous voyez, je peux venir au crayon de couleur un peu animer mon ciel. Et les débordements de jaune et tout, aucune importance. Ça amène un peu de soleil et tout, c'est assez sympa. Donc là, je fais partir mes fils électriques. Hop, hop, hop. Dans tous les sens. Moi, je me suis toujours dit que les électriciens dans les pays asiatiques, c'était des sorciers. Parce que je me dis, en cas de panne, je ne sais pas comment ils font. C'est vrai qu'il y a souvent des entre là, on se demande ce qui peut se passer. C'est juste monstrueux. Et encore ça, c'est pas les pires. Voilà, mes petites lanternes, je vais revenir un peu avec ça. J'adore les lanternes, ça fait tout de suite festif, joyeux. Ok. Voilà, ici, ça fait ça, voilà. Celle-ci, elle ne veut pas sécher. C'est pas grave. Là, on peut revenir. Vous voyez, j'utilise toujours le même pinceau en fait. Hein. Bon, c'est vrai que vous pouvez trouver des pinceaux très fins, avec 3 poils. Moi, sincèrement, celui-là, il est vraiment extraordinaire. Vous voyez la finesse de la pointe, quoi. Je peux vraiment faire des choses extrêmement fines. Et c'est pour ça que moi, il me permet de tout faire. Ça me permet de m'alléger au niveau de mes affaires, d'emporter moins de choses, de perdre moins de choses aussi, parce qu'en voyage, je perds énormément mes affaires, je les oublie sur les trottoirs, enfin bon. Donc, avec un seul pinceau, finalement, je limite le risque d'oublier quelque chose, de le perdre, de l'abîmer. C'est aussi bien. Ok. Voilà. Et sur ce type de sujet, quelque chose aussi d'essentiel, dont je n'ai pas parlé, c'est la nécessité de prendre du recul. Parce que sinon, au bout d'un moment, vous ne voyez plus rien. De prendre du recul et vraiment d'être dans la suggestion. Là, j'ai presque terminé. Je suis là en train de vraiment, vous ne pouvez pas me voir parce que je suis sur ma chaise et vous voyez mon plan de travail, mais je me recule physiquement, c'est-à-dire je prends de la distance pour voir est-ce que je dois rajouter un petit machin, une petite ombre, est-ce que c'est pas le moment de m'arrêter. Ça, c'est super important d'arriver à prendre cette distance-là. Si on a le nez dans le guidon, ou plus simplement le nez sur son aquarelle sans prendre cette distance-là, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on en fait trop, on ne comprend plus rien et c'est là que les ennuis commencent pour votre dessin et pour vous aussi d'ailleurs, parce que vous êtes déçus et qu'à un moment, ça marchait mieux. Donc là, vous voyez, je suis sur les derniers petits repiquages, mais il va falloir songer à s'arrêter. Voilà. Ici, sur ce papier aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il supporte assez bien
le lavage. Vous voyez, là, je peux atténuer un peu ce rouge que j'avais mis au démarrage sur le personnage. Voilà, pour le faire apparaître davantage. Un petit personnage ici. Là, je peux rajouter une petite silhouette. Là, des petites jambes qui dépassent. Bon, il faut qu'on comprenne qu'au fond, là, il y a une espèce de gros bazar. Voilà. Ici, je vais mettre un petit vert assez vif. Là. Hop. Vous pouvez illuminer avec quelques petites touches plus vives. Voilà. Et là, je suis vraiment dans les derniers coups de pinceau. Hein. Ok, donc là, on a ça comme ça. Et vraiment, au bout d'un moment, ce qui va compter, c'est cette suggestion. On n'est vraiment pas, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, sur un dessin précis, cerné, contourné. Non, hein, pas du tout. On est complètement dans l'impression. Et les personnages qui sont laissés en blanc contribuent à amener finalement la lumière. Et imaginez si j'avais fait les personnages en couleur. Il y a déjà tellement de bazar, tellement de choses qu'on n'aurait absolument plus rien compris. Ça aurait été compliqué. Je vais juste rajouter une petite lanterne ici. Vous voyez, même c'est assez, on peut faire quelque chose d'assez couvrant à l'aquarelle, c'est tout à fait permis, pour amener un petit peu plus de, voilà, de relief, dégager un peu, hop, un petit fil qui les rassemble, voilà, ok, ma foi, on n'est pas trop mal. Enfin, à la fin, en prenant du recul, je me dis, je vais juste mettre une petite ombre extrêmement légère, peut-être, sur ce personnage-là. Voilà, ici comme ça. Et celle-ci, je vais vraiment la laisser très très légère. On les garde très neutres. Là, je réouvre un tout petit peu un blanc ici. Ok, ça permet de donner un peu d'air. Et puis, je peux laisser mon aquarelle comme ça. On n'oublie pas que le but du jeu, c'est donc d'être dans l'espace, la sensation du croquis et pas du dessin fignolé. Hein. Ça doit garder cette fraîcheur, cette légèreté. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Là, en plus, j'ai fait ça en vous parlant, en vous expliquant et tout ça. On peut aller beaucoup plus vite si on est tout seul dans son dessin. On va retirer les scotch. Là, en vous parlant, je me rends compte qu'avec mon crayon de couleur, je peux peut-être amener une petite texture là. Hop, j'ai chopé une petite goutte d'eau. Du scotch sur le ciel. Là, ça peut être pas mal d'amener un petit peu ça. Voilà, c'est tout. Et on retire les adhésifs délicatement pour pas tout arracher. Ah, j'ai une petite question pour toi, Delphine. Est-ce que tu connais le nom du orange que tu as utilisé? Le orange, celui-là ou celui-là, parce que j'ai fait des mélanges pour faire du orange. Là, j'ai un rouge vermillon. Ouais. Ça, c'est sûr. Ce jaune, est-ce que ici... Ah, bah regardez, ici, sur la boîte, ce qui est très bien, il donne... C'est génial d'avoir fait le nuancier comme ça sur le packaging, en fait. Parce que vous avez le nom des couleurs ici. Vous pouvez, si vous procurez cette boîte, qui est, franchement, j'insiste, elles sont très pigmentées, elles sont super agréables à utiliser, ces aquarelles. Vous pouvez découper le petit nuancier et vous le gardez quelque part dans votre trousse, comme ça vous pouvez retrouver vos couleurs facilement. Donc, si je résume, ici vous avez le jaune citron, c'est le jaune primaire. Ici vous avez le jaune de cadmium. Ici vous avez un jaune qui est un peu orangé, qui est la gomme goutte. Voilà, donc citron, cadmium, gomme goutte. Et là vous avez le vermillon, rouge de cadmium, cramoisi d'alizarine, qui serait à peu près l'équivalent du rouge primaire. Merci beaucoup, Delphine. Voilà. Donc, je retire délicatement l'adhésif. C'est là qu'on voit apparaître en fait son dessin.
certaine façon. Voilà, normalement, ça n'arrache pas le papier, sauf là un petit peu, c'est pas très grave. Hop, voilà. Quand ça arrache le papier, on peut, avec le plat de l'ongle, et comme c'est un papier de bonne qualité, vous allez voir, ça ne se verra plus du tout, avec le plat de l'ongle, on écrase la fibre du papier et, ni vu ni connu, le papier retrouve sa forme initiale. Et voilà, vous avez une aquarelle urbaine, amusante, dynamique, vivante, joyeuse, qui peut se faire assez rapidement et en étant complètement dans la perception. On est vraiment dans... On n'est pas dans une abstraction un peu mathématique, un peu intellectuelle quand on fait ça. On est vraiment au contact des odeurs, des sons, des couleurs, de l'espace. Et on monte tout ça ensemble. Vous remarquerez que tout s'est fait en même temps. Hein. Au démarrage, bon, pendant les 3 premières minutes, c'est que des taches de couleur. Mais après, quand on commence à travailler la ligne, tout se monte absolument, absolument en même temps. Merci. Alors, je profite des dernières minutes qu'on a pour te poser quelques questions. Donc, quelle couleur est-ce que tu as utilisé pour le gris mauve qui te sert d'ombre? Alors, pour faire un beau gris mauve, vous avez plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien partir du bleu, non, c'est pas du tout celui-ci, du bleu outre-mer. Je vais vous montrer, je vais tourner ma page délicatement. Donc, on peut partir du bleu outre-mer et rajouter dedans un petit peu de vermillon. Alors, je ne vous cache pas que moi, au bout d'un moment, je finis par faire des patouilles sur ma palette, mais je vous donne quand même la recette. Donc, bleu outre-mer plus vermillon. Ça marche plutôt pas mal. Vous pouvez avoir un gris un petit peu moins mauve, mais très intéressant aussi, tout simplement en prenant le bleu primaire plus le vermillon. Ça fait un gris un peu différent, qui est super beau aussi pour des ombres. Donc ça, c'est bleu primaire plus vermillon. En gros, quand vous mélangez un bleu et un orange, le vermillon, c'est du orange, hein. C'est pas du rouge, contrairement à ce qu'on croit. Un bleu et un orange, vous obtiendrez une belle gamme de gris. Ou un bleu et un marron. Aussi, vous pouvez obtenir un très beau gris. Donc, par exemple, outre-mer plus terre de sienne brûlée. Vous allez obtenir un gris froid. Alors, ça va dépendre du dosage de bleu, hein, mais un très beau gris froid aussi. Vous voyez, qui peut être magnifique dans certaines ombres. Moi, je navigue entre ces 3 mélanges-là, en fait, pour faire mes ombres. Ça, c'est outre-mer plus sienne brûlée. Voilà, je vous ai donné mon petit nuancier de gris d'ombre. Super. Eh ben, merci beaucoup, Delphine, pour tous les conseils que tu nous as partagés. Ça pleut de messages très enthousiastes sur le chat que je te partage un peu, mais on a adoré le mélange entre aquarelle et crayon de couleur, ton approche hyper libre, tous tes conseils qui étaient hyper instructifs. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé ce soir. On a très envie de voir ce que vous avez fait, donc n'hésitez pas à poster des photos de vos dessins, de vos peintures sur la page des ateliers Canson par la suite. Vous pourrez continuer à regarder cet atelier en replay sur Facebook, sur le site de Canson, sur le compte YouTube du PAN, sur le site du PAN. Enfin, bref, si vous ne le trouvez pas, c'est qu'il y a un problème, mais il sera diffusé en replay pour que vous puissiez le reprendre à votre rythme. Et je précise aussi que vous pouvez continuer à participer au jeu concours qui va vous permettre de gagner le matériel qui a été utilisé par Delphine ce soir, ainsi qu'un cours gratuit au PAN. Il y en a plein qui ont été animés par Delphine, notamment pour reprendre les fondamentaux qui sont très intéressants. Donc voilà, inscrivez-vous à ce jeu concours pour remporter tout ça. Je vous repartage tous ces liens sur le chat et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et à toi aussi Delphine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.